Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Kerr pour faire une vidéo de presque qualité sur notre petite chaîne à nous, avec toi. Salut Kerr, comment tu vas ? Salut, ça va super bien, j'espère que vous allez bien aussi. On est là donc comme tu l'as dit pour parler de l'actu. Et j'ai hâte de découvrir quelle est l'actu que toi tu as trouvé Est-ce que je et peux de me te permettre de... partager celle que moi j'ai trouvée. J'ai envie de poser un petit quiz comme ça aux gens, Ouais. donc je vous laisse répondre en commentaire. L'un de nous est parti en vacances dans le sud et l'autre dans le nord. Lequel est lequel ? Vous avez quelques instants pour répondre. C'est clair. On commence ? T'es prêt ? Vas-y, commence, c'est toi le prompt. Eh ben, alors non, j'aimerais que tu fasses un prums hommage parce qu'on va pas faire du pognon pour commencer, mais plutôt un prums hommage parce qu'il y a eu 2 disparus au moment où on enregistre cette vidéo. J'espère qu'il y en a pas eu depuis. Et on voulait leur rendre hommage et tu commences par à toi. Et on commence par Bebel, voilà, un hommage à ce très grand acteur. Il avait 88 ans cette année. J'ai envie de dire, voilà, on est d'accord, je vais pas vous refaire ça filmo. Un des plus grands acteurs français. Mon préféré, moi de Delon à Belmondo, je préfère clairement Belmondo. Donc voilà, une très grosse perte pour le cinéma. Et si vous avez envie d'avoir un petit sourire, n'hésitez pas à regarder quelques-uns de ses meilleurs moments. Il y a plein d'extraits sur YouTube. Ou encore l'hommage que Tarantino lui avait rendu, je crois, en 2013. Belmondo, très grand acteur. Moi qui était vraiment C'était le Jason Statham de mon adolescence, hein, clairement. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait lui et Clint Eastwood. Et non, je n'ai pas 150 ans. Et toi, tu avais également un hommage à rendre, mon cher. Ouais. Un autre hommage, oui, par un autre acteur qui est décédé le même jour que Jean-Paul Belmondo, c'est l'acteur américain Michael Kenneth Williams, qui s'est fait connaître pour son rôle incroyable de Omar Little dans la série The Wire, et qu'on avait vu dans d'autres séries. Alors on en avait parlé sur la chaîne, notamment d'une de ces séries, c'était The Night Of, une série que j'ai beaucoup aimée, dirigée par Scorsese, qui était Boardwalk Empire. Il a joué dans 12 Years a Slave, il a eu une série où il avait un des 2 rôles principaux qui était App and Leonard. Cette année, on l'a vu dans Lovecraft Country, on l'avait vu également dans 3 épisodes de Community, il jouait un prof. Et on l'avait vu quelques instants dans La Route avec Viggo Mortensen, et il était incroyable. C'était un acteur que je trouvais trop rare, mais qui faisait vraiment partie de mes acteurs préférés. Il ne m'a jamais déçu à l'écran. Et j'ai vraiment eu les boules en apprenant son décès. D'autant plus qu'il y a quelques jours, on avait appris qu'il était rattaché à un autre projet parce qu'il y avait un des acteurs de ce projet qui était parti. Et alors, ne me demandez plus quel projet, je ne sais plus. Mais quand j'avais vu qu'il était attaché à ce projet, j'étais vraiment content. Et apprendre son décès, vraiment, pour le coup, ça m'a mis une grosse claque dans la tronche. Pour Bebel, c'est différent, c'est-à-dire que toi, c'est un acteur qui t'a marqué, moi, étonnamment, alors qu'on est né exactement la même année, pas du tout. Je suis complètement passé à côté du phénomène Belmondo, de sa filmo. Tu vois, sur des acteurs mythiques de l'époque, par exemple, moi, j'ai plus été marqué par un De Funès ou un Jacques Villeray que par Belmondo. Mais bon, je sais et ce qu'il représente, et aussi bien évidemment je suis triste pour lui, pour sa famille, mais aussi quand je vois le nombre de personnes qui l'appréciaient autant, je suis navré que toutes ces personnes soient aujourd'hui affectées par la perte de Belmondo, comme il y a beaucoup de gens qui réagissent au décès de Michael K. Williams. Donc voilà, deux pertes tragiques. Est-ce que tu veux que j'enchaîne avec le point pognon ? Eh ben bien sûr, Sans transition aucune. avec tout le respect que tu as. Parce que l'argent ne dort jamais. Et faire un petit point sur le box-office pour vous dire que le film Shang-Chi, dont on va parler moultement sur la chaîne et aussi dans cette vidéo, est sorti et il a battu un record, le record du meilleur Labor Day. Donc c'est le week-end du jour férié du Labor Day.
qui est historiquement un week-end où les recettes au box-office sont vraiment pourraves, puisque le précédent record était de 26 millions de dollars pour un Halloween. Pour vous dire que vraiment, c'est pas beaucoup, hein, quand on sait que certains films vont taper dans les 150, 200 millions de dollars, bon, pour les plus gros, hein, par week-end. Là, un week-end de 4 jours où on fait en record 26 millions, c'était quand même pas ouf. Et ben là, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a dépassé les 70 millions de dollars sur ses 3 premiers jours. Et il a dépassé les 80 millions de dollars sur les 4 jours. Vu qu'on enregistre pendant le 4e jour, on n'a pas les chiffres totalement définitifs. Mais Shang-Chi a pulvérisé le record du Labor Day. Vous verrez dans notre critique sur la chaîne si on estime ça mérité. Spoiler alert, oui. Et donc du coup c'est très positif pour Marvel. Il y a information sur Shang-Chi, c'est le premier depuis il y a un moment déjà à sortir uniquement au cinéma. Il n'y a pas eu de sortie Disney+ pour Shang-Chi et il n'y a pas de date de sortie pour l'instant du film en Chine. Et quand on sait que le film a été conçu pour avant tout conquérir le marché chinois, eh ben on se dit qu'au niveau des recettes, Shang-Chi risque d'être un beau succès. Et moi, je me dis que peut-être le film pourrait dépasser le milliard et être le premier milliardaire de l'année. D'ailleurs, si on fait un petit point sur le box-office mondial, il y a Fast and Furious 9 qui est à 700 millions de dollars dans un contexte de pandémie et de réglementation sanitaire compliquée pour les cinémas. 700 millions de dollars, c'est plutôt pas mal. Black Widow est à 370 millions de dollars seulement, pour ajouter les recettes sur Disney+. Mais c'est vraiment très peu pour une exploitation en salle d'un film Marvel. Free Guy, qui est considéré comme le succès américain de l'été, est à 240 millions de dollars dans le monde, tout confondu. C'est quand même pas non plus incroyable. Alors que Jungle Cruise est à 190 millions de dollars. Je ne sais pas si tu avais prévu de le dire, j'ai oublié de le noter dans mes news, mais Jungle Cruise, malgré un box-office plutôt faible, aura une suite avec qui a déjà été commandé par Disney avec le même casting que le premier. Et je voulais juste faire un point sur le cinéma français, un cinéma français qui connaît un petit mieux après un mois de doute compliqué, un début de mois de septembre compliqué aussi, lié à l'instauration du pass sanitaire. Alors, beaucoup disent que c'est j'ai lu plusieurs personnes me dire que ça n'était pas lié au pass sanitaire, alors que tous les professionnels du cinéma le disent, y compris la ministre de la Culture, mais que c'était à cause d'un problème de qualité de film, que tous les films, toute l'exploitation et la fréquentation des salles s'est écroulée du jour au lendemain. Non, c'est bien lié au contexte sanitaire et aux mesures qui ont été prises. Toujours est-il que pour l'instant, on a quand même quelques films qui tirent leur épingle du jeu avec des scores qui sont quand même relativement faiblards, mais qui sont quand même, on va dire, positifs. Il faut voir du positif. Bac Nord est à 1,2 million par exemple. OSS 117 est à 1,5 million, ce qui est globalement assez faible. Et on peut dire que c'est un relatif échec pour le film de Bedos. Baby Boss 2 a pour l'instant pas passé le million. Camelot est à 2,5 millions. Petit débat, est-ce que vous êtes étonné de ces 2,5 millions pour Camelot, ou est-ce que vous vous attendiez à plus, à moins? Moi, je m'attendais à plus quand même pour Camelot. Et puis sinon, côté échec, il y a Suicide Squad, que moi je trouve cet échec absolument pas justifié. Don't Brave 2 également a pas trop marché en France. Jungle Cruise, tout pareil. Enfin bref, voilà. Et quand même, regardez, Fast and Furious 9, au moment de la mise en place du pass sanitaire, s'est écroulé au point où là, au moment où on vous parle, il n'a même pas passé les 2 millions d'entrées en France. Voilà, est-ce que tu veux réagir à ce point box-office? Il y a des chiffres, des choses qui t'étonnent? Le seul truc qui est surprenant, en fait, c'est le succès de Shang-Chi. C'est ça qui en fait, est quelque part, c'est l'anneau de lumière dans ce cercle de feu qui est le point pognon depuis le début des confinements. Mais comme je disais au téléphone, j'avais vraiment l'impression, quand je suis allé au ciné pour voir Shang-Chi,
qu'il y avait ce côté genre ça y est, c'est le Marvel, on est de retour et tout. Et ce qui est comme si tout le monde avait oublié Black Widow, donc c'est marrant. Mais ouais, j'avais vraiment la sensation que c'était un retour à la norme au cinéma, et du coup, le point pognon s'en ressent également. Et du coup, moi, je veux réagir par une petite news sur justement ton point pognon et le point Shang-Chi. En fait, il y a du côté de chez Marvel, on vous avait parlé du fait que Scarlett Johansson était en procès contre Disney parce que justement, elle pensait avoir été lésée sur les revenus qu'elle devait percevoir sur les recettes du film. Parce que c'était notamment, particulièrement, en tout cas les assurances que lui avait données Disney, c'était des recettes en salle. Or, le film a été également diffusé live, enfin en streaming. Et beaucoup d'analystes disaient que ça allait sans doute avoir un impact sur les prochains contrats des acteurs avec les studios de cinéma, quels qu'ils soient, vu que maintenant le streaming touche tout le monde et pas seulement Disney. Et en fait, l'impact est plus rapide et plus étonnant que prévu parce que c'est les frères Russo, donc qui sont les réalisateurs de nombreux films Marvel, comme notamment Endgame et ou le Winter Soldier, enfin bref. Et le truc, c'est qu'ils sont en ce moment même en stop complet de travail avec Marvel parce qu'ils ne trouvent pas d'accord sur des assurances de revenus quant à l'avenir de diffusion du film, combien il gagnerait s'il est en salle, s'il est en streaming, etc. Et donc, du coup, Marvel a son duo de réalisateurs le plus connu en pause totale. Et je pense que c'est un peu que le début en attendant que les plateformes et les studios se mettent d'accord sur des nouveaux moyens de rémunération des talents. Mais c'est obligé, hein. Je réagis à ta news parce qu'elle est vachement importante. Et puis tu l'as tellement bien fait. Le truc, c'est que ils sont obligés de revoir tout ça, mais sur les frères Russo en plus, ce qui est étonnant, c'est que du coup, ils ont balancé quand même l'info, enfin indirectement, ça n'a pas été confirmé, mais ils bossaient sur la suite d'Avengers, quoi. Ils bossaient sur un énorme film pour Marvel. Ils ont arrêté, comme tu l'as dit, de bosser dessus. Et ils avaient d'autres projets d'ici là, mais ils ont quand même arrêté de bosser dessus. Et tu vois, il y a aussi, on en parlera, je pense, dans une vidéo pour revenir un peu sur cet été, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais entre les conflits, entre les différents acteurs, et quand je dis acteurs, hein, je parle d'acteurs d'Hollywood, donc ça peut être des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, etc. Parce qu'ils s'estiment lésés sur les recettes, ou à côté de ça, des films qui se vautrent complètement à cause de la sortie simultanée sur les plateformes. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions à se poser. Regarde, moi, Suicide Squad, je suis sidéré de son échec et de la violence de son échec. Je pense que si on s'était posé hors pandémie, le score de Suicide Squad nous aurait complètement fait halluciner. Là, il est à 160 millions de dollars. Mais c'est incroyable. Et je trouve que le film le mérite pas du tout. Moi, c'est le blockbuster le plus fun que j'ai vu cet été. Et je comprends pas qu'il se fait shot. Et d'ailleurs, il y a un point qui est intéressant sur l'avenir aussi. C'est que je vais le faire en news et puis tu rebondiras dessus. Mais c'est qu'en fait, le Suicide Squad fait peur. Le résultat de Suicide Squad est en train de faire flipper Hollywood. Et ils veulent plus faire de films R-rated, ou alors ils hésitent de plus en plus à en faire. Et par exemple, Venom 2, donc Let Be Maybe the Carnage. Let Be Carnage. Alors le titre exact, c'est cherchez-le sur internet. Attends, je trouve plus ma news. C'est Let's There Be Carnage. Figure-toi que on sait qu'aujourd'hui il sera limité uniquement aux moins de 13 ans aux USA, donc le film sera pas du tout violent, pas du tout. Ce sera pas un film à la Deadpool, un film à la Suicide Squad, loin de là. Il sera comme le premier, ce qui était une des causes de déception des fans. Donc voilà. Venom 2 qui est pas R-rated, t'es déçu toi ? Première réaction, c'est que c'est un grand cycle. En fait, les films R-rated, ils font peur à Hollywood globalement presque tout le temps. Et puis Deadpool apparaît, et puis d'un seul coup, ils trouvent ça super cool. Cette squad, et il suffit qu'il y en ait un autre qui ait un problème, et d'un seul coup, ça les fait flipper. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est le grand cycle de la vie.
vous vous souvenez, hein, qui commence avec Mufasa et, et qui termine du coup avec Deadpool. Avec Simba. Et du coup, le truc, c'est que définitivement, je pense que bon, bah voilà, la question, c'est à quel moment le film est produit et sort par rapport à ce grand cycle. Et la deuxième question, c'est, enfin, ta deuxième question qui était qu'est-ce que j'en pense? Bah en fait, Venom, c'est un Let There Be Carnage. Il faudra qu'il y ait du carnage. C'est censé être le plus violent et sanguinolent de tous les parasites. Bon, ça va être un peu tiède. Est-ce que tu crois qu'ils sont allés jusqu'au bout ou au lieu de donner des coups de poing, ils donnent des claques pour être sûr que ce soit pas trop sanguinolent? Donc, ouais. Non, j'espère pas. Voilà. D'ailleurs, petite info, le film a été reporté de 2 semaines et sortira le 1er octobre. Bon, écoute, j'ai envie de dire, on verra. Peut-être qu'ils auront mis du sang vert, comme Carmageddon à l'époque en jeu vidéo. J'enchaîne du coup avec une autre news. Et l'autre news, c'est Netflix jeux vidéo. Et oui, vous le savez, puisque vous regardez toutes les vidéos de la chaîne Cult ' Click, que Netflix a annoncé cet été qu'ils allaient se mettre également à du jeu vidéo. Et en fait, un peu surprise, la semaine dernière, ils ont annoncé que ce serait inclus dans l'abonnement. Et le deuxième truc qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils lançaient le service en Pologne. Et alors, les Polonais ont eu le droit de jouer donc en streaming gaming à 2 jeux, et que je vais vous trouver tout de suite, qui sont de souvenirs 2 jeux Stranger Things. Il y a Stranger Things 4 et un autre sous-nom de Stranger Things. Et ce sont 2 jeux mobiles. Et en fait, les jeux Netflix seraient pour l'instant que des jeux mobiles qui seraient disponibles donc sur Android pour l'instant, si je ne me trompe pas. Et la Pologne sert de grand bêta-test à l'échelle d'un pays. Voilà. Donc n'attendez pas tout de suite Call of Duty Netflix. N'attendez pas du coup des grands jeux à scénario tout de suite maintenant. Mais en tout cas, un test, ils veulent définitivement avancer, et ça avance particulièrement vite. C'est ça qui est surprenant. Une réaction, mon cher Kerr, sur ce séisme de l'industrie vidéo cinégénique? Non, j'en ai pas. Et si tu me permets de ne pas en avoir, j'aimerais te parler d'un film qu'on attend tous les deux beaucoup, qui est Dune. Et Dune, donc le film de Denis Villeneuve, est en compétition. Moi, on vous parle à Venise. Alors, compétition ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il a été présenté au Festival de Venise. Il a eu une standing ovation à la fin. Bon, ça arrive souvent. Il y a eu une standing ovation de 8 minutes. Parce que, tu sais, on chronomètre dans les festivals. Quand même de 8 minutes. Donc c'est pas mal. Et les premières critiques sont toutes positives, que ce soit de la presse américaine, que ce soit des blogueurs, que ce soit des gens qui ont eu la chance de le voir, notamment au Grand Rex à Paris, du réalisateur qui a dit que son film était bon, de la femme du réalisateur qui a dit que vraiment son mari avait fait un super boulot. Enfin, tout le monde dit que Dune, pour l'instant, c'est bien. Ce qui est super cool. Alors, ça veut pas dire que le film est réellement bien, hein. On se fera notre propre avis en le voyant. Mais c'est quand même quelque chose de très très cool. Et Denis Villeneuve, et d'ailleurs il faudrait faire attention un petit peu aux relations et aux propos de Denis Villeneuve sur Warner et sur HBO Max, parce que n'oublions pas que Dune, si est une réussite, aura une suite, parce que le film ne raconte pas l'entièreté de l'histoire. Ça n'est que la première partie. Il faut que le film marche pour qu'on ait vraiment la fin. Même si le film dure 2h35, c'est pas tout le bouquin d'Herbert. Et en fait, là où je dis que Villeneuve devrait faire attention, c'est qu'il critique beaucoup HBO Max, et parce qu'il est en conflit vraiment avec la Warner sur le fait que le film sorte sur HBO Max simultanément aux États-Unis. Alors dans d'autres pays du monde, il sortira avant au cinéma, et c'est le cas en France, où il sort 1 mois avant, pour laisser vraiment une exploitation en salle se faire. Mais il l'a dit, et il insiste beaucoup sur le fait que le film a été conçu pour être vu sur un écran. Il a été tourné au format IMAX. Pour lui, il faut le voir sur grand écran. Il a dit même,
que si on a regardé Dune dans notre canapé sur une version piratée ou pour les Américains sur HBO Max, c'était comme conduire un hors-bord dans sa baignoire. Donc notre ami Denis Villeneuve est assez vénère sur la possibilité que les gens le regardent de manière piratée, ce Dune, ou sur HBO Max dans leur télé, devant leur télé. Si vous aimez Dune, allez le voir au cinéma, foncez dessus. Et si vous ne connaissez pas Dune, croyez-nous, cet univers est exceptionnel. Et vu la tronche des critiques qui insistent tous sur le fait que c'est un spectacle qui vous décoiffe, même si vous êtes chauve, c'est pas grave, allez-y. Voilà, j'ai terminé avec Dune. T'es vraiment rassuré? T'es chaud pour aller pour ce Dune? Je ne suis jamais rassuré quand les critiques sont bonnes avant que le film sorte. Je suis plus rassuré quand les gens font des critiques négatives, puisque la dernière fois que j'ai vu une critique négative sur un film qui allait sortir, c'était Shang-Chi, et au final, il était plutôt sympa. Donc, j'ai envie de dire... Ouais, mais sur les profs 2, les critiques étaient négatives et c'était vraiment nul. Oui, parfois, c'est... Et donc, c'est tout ça pour dire que les critiques en amont, je les attends pas tant que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu beaucoup, et ça parle à mon petit cœur de fan de cinéma, c'est que tout le monde, tous les gens que j'ai pu lire, conseillaient de le voir en IMAX. Et ça me parle. Donc du coup, j'ai très envie de le voir en IMAX. Voilà. Et donc, ta prochaine news, mon cher K ? Non, c'est toi. Moi, je viens de faire Dune. Donc toi, je te propose de faire une autre grosse news. Il y en a une que tu peux faire, là, qui tabasse tout. Moi, je vais faire une autre grosse news, qui est donc, il y a Netflix qui a annoncé qu'ils allaient sortir un film pour $200 millions qui s'appelle Raid Notice, qui est en A6, mon cher Oupi, et j'ai effectivement coulé ton porte-avions. Coulé ton porte-avions. Et en fait, donc Raid Notice, c'est quoi ? C'est le méga blockbuster qu'a prévu Netflix, qui est donc avec Ryan Reynolds, Wonder Woman, j'ai complètement bloqué sur son nom, et Gal Gadot, et également Dwayne Johnson, qui donc sont présents. Comme je l'ai dit, budget de 200 millions. Ça ressemble énormément à une espèce de version mix entre Hobbs & Shaw rencontre True Lies. Le pitch, c'est Dwayne Johnson est le meilleur pour arrêter les gens qui sont pas gentils. Il s'occupe des gens qui sont sur la Red Notice. Et au final, il va devoir s'allier avec quelqu'un de la Red Notice, qui est donc Ryan Reynolds, qui a l'air d'être associé à tous les buddy movies depuis le Bodyguard et l'Assassin. Et qui fait vraiment beaucoup de films en ce moment, notre ami Ryan Reynolds. Et en fait, alors, bon, je le mentionne parce que voilà, bon, le film sera peut-être bon, peut-être pas, on n'en sait rien, il n'y a qu'un trailer. Mais vraiment, Netflix essaye très très fort de montrer à quel point ils veulent rentrer dans le monde des grands. Je n'ai pas vu le film, mais je peux vous l'annoncer déjà que la fin est ouverte pour qu'il y ait une suite. Ça, c'est à peu près vendu. Et l'autre point que je voulais vous dire, c'est remarquer que Netflix amène en acteur pas n'importe qui sur sa plateforme, puisque on a quand même sur les derniers films où il mettait en avant des stars, on avait donc là on a clairement avec Gal Gadot quelqu'un qui représente le DC Universe. Si, je vous rassure, enfin c'est quelque chose, hein, ça existe, le DC Universe. Et on a avec Dwayne Johnson quelqu'un qui est de l'univers Fast and Furious, et on est avec Ryan Reynolds quelqu'un qui est de l'univers Marvel, Deadpool, vous me direz, mais je vous dirais, oui, mais il y a Chris Hemsworth qui est aussi chez Netflix. Donc remarquez qu'ils font exprès d'aller chercher les acteurs des très gros films des autres sagas, et là en l'occurrence des sagas super-héroïques, pour faire leurs films. Et du coup, je pense que c'est loin d'être un hasard. C'est vraiment pour nous dire et nous rappeler en permanence à l'esprit à quel point ils sont devenus un très gros studio de production. Ça t'évoque quelque chose, mon cher Kerr ? Alors oui, parce que tu parles de Red Notice, c'est la dernière fois qu'un film m'a parlé de Red Notice, et c'était justement dans un film Netflix qui est sorti fin août, que j'ai eu le déplaisir de voir, et j'aimerais en parler rapidement. Ça s'appelle SAS Rise of the Black Swan, avec un casting pour le coup 100% Netflix, puisque c'est des acteurs qu'on a vus dans plein de séries Netflix, notamment le héros d'Outlander.
Il y a aussi Ruby Rose, il y a Andy Serkis alias Gollum. Enfin, tu vois, il y a un vrai casting. Et c'est, franchement, le plus mauvais film que j'ai vu depuis très longtemps. Mais à tous les niveaux. Je me suis dit, en fait, j'ai même pensé en le voyant, je me suis dit, c'est tellement dommage que je le vois pas avec Greg, on pourrait le défoncer scène par scène, tellement ce film rien ne va dans le film. Le scénar, les acteurs, la mise en scène, enfin, il y a des incohérences qui sont incroyables. Tu te demandes pourquoi les personnages agissent comme ça. Enfin, ce film mérite que quelqu'un y consacre une thèse, tu vois, pour l'analyser vraiment plan par plan, au niveau des idées, de sa philosophie et tout. C'est une catastrophe ce film. SAS, Rise of the Black Swan, ne le regardez pas. Par contre, le film que tu viens d'évoquer avec Reynolds, Dwayne et Gall, lui me donne très envie. Et il sort pas maintenant et Netflix en parle beaucoup. Donc on sent vraiment que Netflix il compte beaucoup sur ce film-là. Tu vois, SAS, Rise of the Black Swan, qui était la sortie du vendredi, parce que vous savez, tout Netflix sort un film tous les vendredis. Bah là, ils en ont parlé en gros pour la première fois jeudi vers 23h55 en disant en fait les gars demain on sort un truc bon, et surtout passer un bon week-end, tu vois, ils ont pas trop assumé le méchant délire qui en plus a été genre je crois premier du classement Netflix pendant quelques heures, donc voilà, tu l'as pas vu hein toi hein. Non, j'avais je crois que je descendais mes poubelles ou enfin j'avais un truc sur le feu et donc j'ai pas pu le voir. Moi je pensais que quand j'allais te parler de Red Notice, tu allais du coup me faire des remarques comme quoi ça te faisait penser à des après-midi de montage de meubles Ikea. Mais visiblement nous n'avons pas les mêmes traumatismes de notice. C'est à toi mon cher Car pour la prochaine news. Et ben moi je vais vous parler de Rick et Morty, puisqu'en fait la saison 5 s'est terminée sur la chaîne Adult Swim. Et pour la fin de la saison 5, alors en fait la série avait fait une grosse pause et elle est revenue pour les 2 derniers épisodes. Et en fait pour la fin de la série, ils ont fait une promo qui a énormément fait parler, puisqu'il y a eu 2 clips, il y en a peut-être eu un troisième, j'ai un doute, mais en tout cas 2 je suis sûr. 2 clips avec Christopher Lloyd, donc le professeur dans Retour vers le futur, qui est l'acteur et le personnage, en l'occurrence, qui a inspiré Rick Sanchez dans Rick et Morty. Et il joue Rick dans ces petits clips de 15 secondes chacun, avec également dans le rôle du petit-fils Jaden Martell, qui n'a rien à voir, pas de lien de parenté avec Oberyn Martell. Il n'a pas de problème de vue, rien. Et on l'a vu notamment Jaden Martell dans ça. Et en fait, il y a 2 petits clips qui ont été réalisés, inspirés de l'univers de Rick et Morty. Dans le premier, on les voit sortir notamment du portail. Donc voilà, Rick et Morty a bien joué, je trouve, dans sa promo qui a fait beaucoup parler. À toi. Tu les as vus d'ailleurs ces petits clips ou pas? Pas du tout, parce que j'ai jamais accroché à Rick et Morty. Voilà. J'ai laissé tomber la bombe. Non, mais j'ai pas réussi à marrer, donc j'ai arrêté. Pour l'instant, j'ai jamais réussi à accrocher, mais je vais réessayer incessamment sous peu. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir eu des personnes qui m'ont dit de regarder. J'ai continué, mais l'ennui, à un moment, c'est pas bon signe. Du coup, on enchaîne avec une autre news qui est une news majeure pour nous, mais mineure pour vous. Alors du coup, je vais essayer de la faire vite. Il y a aujourd'hui, au moment où on enregistre, quelques images des trailers de Matrix qui sont sortis. Et pourquoi je dis mineur pour vous et majeur pour moi? Parce que donc moi, au moment où on enregistre, je n'ai que ces images sous la dent pour le trailer. Mais jeudi, si la vidéo sort avant jeudi, ce qui n'est pas dit, eh bien, du coup, vous aurez déjà vu le trailer de Matrix 4e épisode. Et c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est Matrix, mais je ne sais pas comment il peut y avoir Matrix après le 3. Donc je ne sais pas. Tu sais que ça parle beaucoup. Ça a l'air vraiment d'être Matrix. Ça ressemble beaucoup à Matrix. C'est pas sauf sur une image. Ouais, celle-là. Alors ça, c'est pas Matrix, on est d'accord. Voilà, Kerr va dire que ça ressemble à autre chose. Ça ressemble à quoi, Kerr? Bah, ça ressemble à John Wick. Enfin, c'est quand même dommage. Moi, j'ai un contre-argument. Oui, mais Keanu Reeves est enfermé dans le personnage de John Wick depuis des années.
parce qu'il est constamment avec le look de John Wick. Oui, C'est-à-dire mais que même quand en il va fait- faire Cyberpunk, il ressemble à John Wick. Et là, il fait Matrix, qui est le rôle où il est hyper bien rasé, hyper bien coiffé, et tout ça va parfaitement avec le personnage. Et c'est comme ça qu'il a été un personnage iconique, en étant ce Néo-là. Et il a réussi, autre perf, à être un personnage iconique dans John Wick. Et là, en fait, ils ont décidé de faire les deux en même temps. Donc, soit c'est que Keanu Reeves, il a dit, moi, désolé les gars, j'ai plus de rasoir, donc je me suis embrouillé avec ma coiffeuse, donc c'est terminé. Mais en tout cas, moi, je suis hyper déçu que Keanu Reeves ne soit pas Keanu Reeves. Après, il me semblait qu'il était rasé et coupé, et bien coupé au moment du tournage. Donc ça tombe, c'est que une phase du tournage. Du film, quoi. Ouais, moi T'en je penses pense quoi, que toi? T'es pas d'accord? moi je pense que tu te chauffes pour pas grand chose puisqu'on n'en sait rien. Et on a vu quelques photos et c'est tout. Et le deuxième point, c'est tu as l'air très fâché que Keanu Reeves utilise son visage pour Mais non, son travail. Et ça m'a l'air de quelque chose d'assez discriminant. Parce que si les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur visage au travail, beaucoup auraient des problèmes. Donc, Ouais, donc mais j'ai envie de attends, dire, on verra. C'est comme si Michael Rooker, dans tous ses films maintenant, il était tout bleu comme Yondu. Et il dit, mais attends, c'est mon visage. Alors, ok, Bah, en c'est fait, une histoire non, d'amour qui là, se passe au clairement, Moyen-Âge. Mais Keanu moi, je suis Reeves- en bleu, mec. Keanu Reeves a ce look-là dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que bon. Mais on verra. Ça se trouve, il est chauve et il est vraiment habillé de bleu, de vert avec des prothèses mammaires. Je ne sais pas. Tout est possible. C'est Matrix. Nous verrons donc. Ça pour la sortie du film. Le film, pour rappel, Attends, est à l'heure j'ai des questions quand actuelle. même. Attends, j'ai pas fini. Et Vas-y. prévu pour le 15 décembre 2021. Donc c'est vraiment proche. Et ça, c'est juste incroyable. Si tu me dis quand sort le prochain Matrix, moi j'aurais envie de te dire jamais. Déjà, je comprends pas pourquoi ça sort. Et ouais. Donc du coup, des images qui sont définitives. En fait, on a eu beaucoup de fanfics de Matrix qui du coup étaient de mauvais goût. Mais là, on est en train de voir Matrix. Et la question que je me pose, c'est Matrix a eu un impact majeur sur le look et le rythme et la manière dont étaient filmés les films américains sur du coup une bonne décennie. Et là, en fait, ils reviennent avec le même look d'origine de la saga, ce qui est logique pour la cohérence. Mais du coup, nous qui avons vu ce look et ces effets peaufinés, retravaillés, revus, corrigés, est-ce qu'ils ont réussi à aller plus loin? Ça, c'est la grande question. Et c'est un problème que n'aurait pas un autre film. Ant-Man 3, personne ne va dire « Oh là là, mais dites-moi, vous n'avez pas encore réinventé le cinéma !» Le pauvre Ant-Man 2, déjà, il était content d'être sorti en ayant un B+. Donc là, fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est un film qui a beaucoup trop sur ses épaules. Espérons au moins que ça soit un film sympathique à regarder et, je l'espère, justifie la raison de son existence. Et nous verrons bien. Voilà. Après, je n'ai pas envie de rentrer sur des théories de pourquoi il existe, parce que du coup, ce serait un peu long. Mais de mon côté, je pense au cycle des robots et au cycle Fondation, pour ceux qui sont fans de science-fiction. Mais on verra. Nous verrons bien. C'est à toi, mon cher Kier. Bah, moi, il y a un truc, je voulais te poser la question. Alors, il y a beaucoup de rumeurs, mais bon, peut-être que vous avez les éléments de réponse avec le trailer, hein, pas nous. Mais des rumeurs sur le fait que ce Matrix-là serait une espèce de reboot de la saga. Et dans les photos qui ont été diffusées, il y a beaucoup de photos qui me font penser au premier. Il y a des plans qui sont similaires. Par exemple, il y a une photo où on voit l'attaque de la banque Neo dans le hall, qui a l'air d'être quasiment la même scène. Exactement. On a aussi l'entraînement dans la salle de kung-fu, enfin de karaté, dans le dojo, quoi. On a une photo de ça. On a une photo où l'acteur de Watchmen, dont j'ai oublié le nom, attendez, ça va revenir. Yahya Abdul Mateen. Et devant sa glace, ça me fait beaucoup penser à Keanu Reeves dans le premier. Donc j'ai l'impression qu'en fait les rôles ont été inversés. C'est-à-dire que Yahya Abdul Mateen pourrait être le Néo de ce film et que Keanu Reeves pourrait être le Laurence Fishburne de ce film-là.
Donc voilà. Mais oui, en effet, il y a un truc, moi, mais ça, c'est évident que ça marque. C'est ouf de se dire que le premier trailer de Matrix va sortir début septembre pour une sortie qui est pour l'instant prévue le 15 décembre. Moi, j'y crois pas du tout à la sortie de Matrix le 15 décembre. Bref, ou alors la promo, mais une promo de si peu de temps, t'en as déjà vu toi? Moi, quasiment jamais. Hein. Moi, je pense qu'ils sont obligés de faire tout en si peu de temps parce que il y a un grand patron qui dit à son assistante non, vous sortez rien pour l'instant, on sait pas si on sort en salle et si on reporte, on regarde comment ça se passe pour Shang-Chi. Ouais, parce que c'est bon, Shang-Chi c'est bon, vas-y, lance le trailer. Ouais, il y a un truc quand même qu'on n'a pas dit, et ça concerne notamment Venom, mais ça concerne aussi Matrix, ça concerne plein d'autres films, et notamment le James Bond. C'est que là, actuellement, à Hollywood, comme tu le disais, ils sont en train de réfléchir au fait de repousser les films qui étaient prévus pour la fin 2021 à 2022. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de se maintenir, on verra, mais voilà. Est-ce que tu as une autre news? Vas-y. C'est à toi. Attention. Non, c'est à toi. Non, mais j'ai envie de t'entendre, ta voix. Et bah alors moi, du coup, je vais faire toutes mes news d'un coup, comme ça te fera les pieds. Voilà. Alors, j'enchaîne très rapidement avec Doom Patrol. La saison 3 a eu un trailer, une bande-annonce. Et ça sort le 23 septembre sur HBO Max. Donc je suppose c'est en France. Et voilà, série qui est toujours sous-cotée. Une très bonne série, mais très peu vue. Shazam Fury of the God a annoncé sa fin de tournage, ce qui m'a fait les pieds, parce que je ne savais même pas qu'ils étaient en train de tourner la suite. C'est annoncé pour le 2 juin 2023. Ce qui paraît être incroyable entre le moment où il termine le tournage et la post-production. Parce que là, on est sur une post-production du Seigneur des Anneaux, hein, donc ça a intérêt à envoyer du steak. Et news qui fera bobo au cœur de Kerr, et c'est pour ça que je vais essayer de la faire avec le plus de douceur possible. Phoebe Waller-Bridge a annoncé son départ du travail sur la série de Mr. and Mrs. Smith, sur lequel elle devait travailler avec Donald Glover. C'était un duo incroyable annoncé en showrunner. Visiblement, Amazon Prime Video, qui devait donc produire et diffuser, a annoncé qu'ils étaient tout simplement en train de chercher quelqu'un d'autre. Les raisons évoquées sont des raisons de divergence artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec Donald Glover. On n'en sait rien. Et si, ça a été dit. Il y a un désaccord entre Phoebe Waller-Bridge et Donald Glover, apparemment, au niveau artistique. Ouais, oui, mais qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. C'est ça que je dis. Ah non, quoi les raisons? pas. C'est en fait. Mais ça coincerait entre le duo, c'est ça que je veux dire. Et par ailleurs, ce qui laisse à penser que c'est vraiment par rapport au projet, si je ne me trompe pas, elle a d'autres projets sur Amazon et en préparation, puisqu'elle a signé un contrat sur 5 ans de développement de série, si je ne confonds pas mes news. Voilà. Rappelons qu'elle est scénariste du prochain James Bond. Elle est co-scénariste. Elle est au scénario, c'est pas la seule scénariste. Ouais, co-scénariste, exact. Et que c'est l'actrice qui a créé l'extraordinaire série Fleabag, que je ne saurais que trop vous conseiller. Ouais. On enquille avec Avengers Endgame une scène post-générique, enfin pas post-générique, une scène coupée du film qui est apparue, je ne sais pas du tout où, elle n'était pas sur la version que j'ai achetée, donc je ne sais pas sur quoi cette scène coupée est apparue, mais du coup elle a été diffusée sur plusieurs sites de cinéma. Et qu'est-ce que cette scène de Avengers Endgame? Alors attention, si vous ne l'avez pas vue, bouchez-vous les oreilles, etc. Eh bien, en fait, c'est une scène où quand Iron Man meurt, le spoil est lâché. Donc quand Iron Man meurt, eh bien, en fait, tous les héros donc de la scène Avengers Endgame qui sont réunis, en fait, mettent un pied à terre pour lui rendre hommage, vraiment un truc très biblique. Ils sont tous en train de mettre un pied à terre, sauf Mantis, qui ne le fait qu'à la fin de la scène, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, n'étant pas de notre monde, et Gamora, parce qu'elle se barre, et dont on la voit se barrer.
scène qui du coup manque peut-être au film principal, le fait qu'on voit qu'elle se taille. Cette scène, je l'ai trouvée très jolie. Très jolie. Effectivement, elle aurait ralenti et elle aurait fait doublon avec la scène de funérailles viking du cœur de Tony. Mais définitivement, moi j'ai trouvé cette scène très réussie. Je vous invite à la regarder si vous aimez ce genre de truc. On enchaîne et là, Oupi, attention, il va falloir le doigt sur le A13. En fait, petite news marrante. Merde, c'est Samu Liu. Ah, j'ai un doute. Simu Liu. Voilà, merci. L'acteur de Shang-Chi, je suis vraiment désolé. L'acteur de Shang-Chi, en fait, avait, il y a longtemps, en fait, vous le savez peut-être pas, mais au début de sa carrière, il a vraiment galéré, beaucoup. Et il faisait des photos de stock photos. Et du coup, en ce moment, il y a une certaine envie de Twitter de détourner les photos. Et ces photos sont assez marrantes parce que c'est vraiment des photos de stock footage, sauf qu'il y a Shang-Chi dessus et du coup il est détouré, réutilisé et ça donne des trucs assez marrants. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir Twitter ou n'importe quel autre endroit. Mais tu sais que je trouve qu'il a une super bonne tête. Il est toujours souriant sur ses photos de stockage là. Et en fait, il a pas, il a vraiment une tête qui. On en parlera dans la critique, mais il va faire beaucoup de bien au MCU parce qu'il est très fun aussi. Et il a pas le côté hyper badass. Enfin, il l'a aussi dans le film, mais il a un côté très fun et très. On a envie que ce soit un bon pote, quoi. Et ça, c'est cool. Ouais, tout à fait. Alors, à moi, attention, accrochez-vous à votre slip. The Walking Dead. Je vais vous faire une petite news sur World Beyond. C'est une des séries dérivées. Je sais pas si vous le savez. Il y a la saison 2, alors la première saison était pas si mauvaise que ça. Et la saison 2, il y a un trailer qui a été diffusé et on voit Pollyanna McIntosh. Alors vous allez me dire, mais qui c'est Pollyanna ? Eh ben, c'est Jadis qu'on avait vu dans The Walking Dead. Elle sera donc dans la saison 2 de The Walking Dead World Beyond. Et du coup, en fait, AMC a évoqué, alors je vais pas vous dire à quel rôle elle joue parce que j'ai pas envie de vous spoiler le machin, mais globalement, AMC a dit que la série allait faire un lien vers les films de Rick. Voilà, ils sont toujours prévus, hein. Avec Andrew Lincoln. Expandables 4, dans la dernière vidéo, rappelle-toi mon cher Greg, on avait parlé du film spin-off sur Jason Statham. Et ben quelques heures après avoir fait la news, Sylvester Stallone, qui avait dû en entendre parler, qu'on en avait parlé dans Cut & Click, a annoncé qu'il y aurait un Expendables 4. Et il y a déjà plusieurs noms qui se sont ajoutés au casting. Sylvester Stallone, énorme surprise. Jason Statham, oui. Randy Couture, donc ça c'est 3 mecs qui étaient déjà dans les premiers. Vous rajoutez 50 Cent, vous rajoutez Megan Fox et Tony Jaa seront donc dans Expendables 4. James Gunn, donc Jean Pistolet en français. Et lui, il a parlé sur Twitter de plein de trucs. Visiblement, il s'est pas rappelé que ça lui avait joué des tours. Non, là, plus concrètement, sur Twitter, il a parlé de Suicide Squad 2. Il y a quelqu'un qui lui a dit « Hey, Jean Pistolet, est-ce que t'es partant pour Suicide Squad 2 ?» Et lui, il a dit « Oui. » Pourquoi pas ? Donc globalement, c'est une news pour vous dire qu'il n'y a absolument rien de concret. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y aura Suicide Squad 2 avec James Gunn. Il est déjà très occupé, hein, puisqu'il fait les Gardiens de la Galaxie volume 3. Peut-être qu'il va se faire virer de Disney après les Gardiens de la Galaxie volume 3, qu'il va faire The Suicide Squad 2, que Disney va le reprendre. Enfin, peut-être, on verra. J'ai une petite anecdote sur Shang-Chi. Sais-tu pourquoi les anneaux, les 10 anneaux ne sont pas comme dans certains comics ? Alors dans certains comics, les 10 anneaux sont au doigt, en fait. Ouais, ils sont quasiment dans tous les comics. Est-ce que tu sais pourquoi ça n'y est pas ? Des bagues au doigt. Bah non. Après, le truc, c'est que j'ai envie de supposer que tout simplement, des bagues, c'est pas vraiment une discipline de kung-fu, là où les anneaux sont des vrais... Il y a des vrais arts martiaux qui sont avec justement ces anneaux, et notamment dans un film, il y a une très belle manière de le montrer dans Kung Fu Hustle,
qui a justement son poster dans le film de Shang-Chi. Donc, ouais, et Marvel a expliqué en fait au moment de la promo de Shang-Chi qu'ils avaient modifié le projet sur Shang-Chi à cause de Avengers Infinity War et de Endgame, à cause du gant de Thanos, parce qu'en fait ils pensaient que le fait qu'il y ait des anneaux qui en plus dans certains comics sont de couleur allait trop faire penser aux gemmes de Thanos, et donc c'est pour ça qu'ils en ont fait des anneaux qui sont en fait des bracelets. Mais ils n'ont pas tout renommé, hein. Ça s'appelle pas Shang-Chi et la légende des 10 bracelets, parce que voilà. Donc je trouvais l'anecdote plutôt sympa. Et autre truc, vu qu'on reste chez Marvel, Elijah Wood, et qu'on parle d'anneaux, figure-toi, le lien est incroyable. On parle d'anneaux, si je te parle d'anneaux, tu penses bien évidemment à quoi? Au Seigneur des Anneaux. Si tu penses au Seigneur des Anneaux, bam, tout de suite tu penses à Elijah Wood. Et Elijah Wood, figure-toi, a pensé à toi également, puisqu'il a fait une interview où il te salue, et aussi où il dit qu'il a envie de travailler sur d'autres franchises. Il dit qu'il aimerait être dans Star Wars parce que c'est un fan de Star Wars, mais il dit aussi qu'il aimerait être chez Marvel, et il dit que tous les films Marvel sont très fun. Voilà. Elijah Wood chez Marvel, t'en penses quoi? Il pourrait jouer qui? Wolverine? Je suis désolé de dire ça maintenant, mais en fait, si vous regardez des vidéos d'Elijah Wood il y a moins d'un an, je pense qu'un des seuls rôles qu'il peut jouer tout de suite, c'est le comptable de Iron Man, tu vois, ou de Tony, ou peut-être le notaire. Enfin, il a vraiment pris 65 ans en l'espace de 10 ans. C'est assez surprenant. Mais donc je le vois pas forcément particulièrement en action heroes, mais quelque chose de plus posé, pourquoi pas. Ok, bah moi j'en ai fini avec les news. Donc je te laisse le mot de la fin, mon cher Greg. Eh ben, ce sera Bébel. Je pense que de tout ce qu'on vient de raconter, c'est le truc le plus marquant, en tout cas ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment la mort de ce monstre sacré. Et du coup, il va sans doute y avoir de nombreux marathons de films qui vont se lancer. N'hésitez pas à en regarder, parce qu'il y a sans doute un rythme un peu plus lent que dans beaucoup d'autres films, mais pas tant que ça. Dans plusieurs des films de Belmondo, il y a un rythme assez soutenu, et du coup, je vous invite à les regarder. Des bisous à tous, ciao, et à bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao.